Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite, un personnage et un document représentatifs de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans Bref de classe avec Pauline Guéna, normalienne, agrégée et docteur en histoire, et Florian Besson, docteur en histoire médiévale à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste des États latins d'Orient, qui travaille sur tout ce qui est médiévalisme et fantaisie et qui est l'un des tenants avec Pauline du site Actuel Moyen-Âge. Nous allons évoquer ensemble donc la Méditerranée orientale dans le cadre du chapitre 2 secondes sur la Méditerranée médiévale. Bonjour. 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 Alors en effet, donc dans le cadre de la réforme du lycée est apparu un nouveau chapitre, la Méditerranée orientale et médiévale. Et est-ce que c'est vraiment un objet historique nouveau ? Alors en fait tu dis, déjà bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités dans Bref de classe, on est très content d'être là. Alors tu dis un nouveau chapitre, donc c'est vrai que c'est un nouveau chapitre, mais en fait ce nouveau chapitre c'est plutôt un ancien chapitre qui revient, puisque ce chapitre c'est quasiment le même que celui introduit par la réforme de 1995, qui s'intitulait exactement pareil, la Méditerranée médiévale, échanges et conflits, sauf qu'il était beaucoup plus chronologiquement resserré, puisque cette époque on allait de 1095 à 1204, donc première croisade et quatrième croisade, alors que dans ce nouveau chapitre, il n'y a pas de borne chronologique, comme le savent tous les collègues qui l'enseignent, c'est l'une des difficultés, et du coup on est censé aller plutôt du 11e au 15e. Mais à part cette différence, en fait c'est un chapitre très classique, et quand on fait l'histoire des programmes scolaires, on se rend compte que la Méditerranée médiévale, elle a été présente, en gros, en fait, depuis l'origine des programmes scolaires, donc même depuis le 19e siècle, et quasiment toujours sous cet angle, quoi, toujours échange et conflit, et toujours centré sur, en gros, le 12e, 13e siècle, le moment des croisades, le moment de la Reconquista, ce genre de choses. Et peut-être qu'on peut dire un mot sur le fait que cette présence ancienne dans les programmes scolaires, elle est directement corrélée au fait que la Méditerranée est un des gros morceaux de l'historiographie, notamment l'historiographie française, mais pas uniquement, depuis le 19e siècle. Donc ça fait aussi partie des mythes historiographiques où on a construit, on va sûrement revenir dessus, mais l'idée d'une Méditerranée plus ou moins unie, mais comme un espace qui aurait une cohérence, notamment une cohérence géopolitique, et donc ça se reflète dans les programmes. Oui, et puis cette présence, elle est aussi très politique. Pendant longtemps, depuis le 19e siècle, la France, elle a eu un empire colonial largement méditerranéen du fait de la domination du Maghreb. C'est pas un hasard que depuis les années 1857, il y ait une question sur l'islam médiéval dans les programmes scolaires, parce qu'il y a quand même cet intérêt. Je sais pas les chiffres en tête, mais je pense que la population musulmane, du coup, représentait un pourcentage non négligeable de la population française totale. Donc c'est évidemment pas un hasard. Alors comment expliquer justement cette présence, cette absence, ces retours successifs sur cet objet historique ? Alors là, directement, je pense que le programme actuel tel qu'il est formulé, échange et conflit, il répond à une demande qui est une demande sociale pour réfléchir au rapport entre religions. On va revenir sans doute assez longuement sur la façon dont il est formulé, notamment le terme de civilisation, qui est un terme qui pose plusieurs problèmes. C'est pas impossible de l'utiliser, mais il faut bien voir ce qu'il y a derrière, et le fait que parfois derrière on pose une forme d'essentialisme sur certaines civilisations qui seraient de grandes religions dans lesquelles on postule une unité. Ce que le programme déconstruit tout de suite parce qu'il invite à voir un peu l'hétérogénéité de ces différents blocs. Et donc sa présence formulée telle qu'elle, à mon avis, c'est un lien avec une demande sociale de rapport entre les religions, on peut le dire de façon assez simple. Oui, c'est pas un hasard que ça recoupe d'aussi près la question médiévale inscrite à l'agrégation interne d'histoire depuis ces 2 dernières années, qui s'appelle Juifs, chrétiens et musulmans, pouvoir et minorités religieuses en Méditerranée médiévale 10e, 15e. On est vraiment sur des formulations très proches. Parce que voilà, il y a à la fois une actualité historiographique, mais il y a effectivement une demande sociale à l'heure où on s'interroge sur le sens du vivre ensemble, ce genre de choses. Donc on retrouve un peu en fait ce qu'il y avait dans les programmes de 1995 avec l'éducation aux faits religieux, où justement ce chapitre intervenait
et qui terminait, je crois, l'enseignement de la religion juive, du moins de la civilisation juive, puis du christianisme, etc. Oui, tout à fait. Alors vous avez parlé tout à l'heure que c'était un thème historiographique majeur. Bon, on pense tous bien sûr à Braudel, la Méditerranée, sa thèse avec les 3 temps de l'histoire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il y a de jeunes chercheurs qui se sont emparés de cet objet, qui ont apporté des modifications à l'œuvre tutélaire de Braudel. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, je reviens sur ce terme de civilisation, on en avait un peu parlé, le terme de civilisation tel qu'il est utilisé vient de l'œuvre de Braudel. Et donc Braudel postule donc, dans son histoire qu'il y aurait 3 moments, donc 3 durées, que dans une très longue durée, malgré tous les échanges possibles, il y aurait une forme d'unité des civilisations. Il a une formule très belle, sa formule c'est que ce serait des dunes, et elles ont beau échanger des grains de sable, les dunes restent formées, et il ajoute tous les mélanges du monde n'y peuvent rien. Et en fait, il le dit déjà dans la Méditerranée, donc on est il y a plus d'un demi-siècle historiographiquement, et il le redit dans un autre ouvrage un peu plus tardif de sa carrière, quand il est déjà bien installé, qui s'appelle La grammaire des civilisations. Et ce qui est intéressant, c'est que la grammaire des civilisations est citée, donc qui est vraiment un bon ouvrage historique, est citée telle qu'elle par un ouvrage plus récent, qui a fait beaucoup de bruit en géopolitique, qu'on connaît tous, c'est l'ouvrage de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui sort en 1996. Et dans Le choc des civilisations, je le remets en contexte en 2 mots, c'est la fin de la guerre froide, le mur de Berlin s'est effondré, on a postulé que c'était la fin de l'histoire et le dernier homme, donc une économie de marché installée dans des sociétés démocratiques qui allait progressivement s'étendre à l'ensemble de la planète. Et finalement, cette prophétie ne se réalise pas, c'est visible dès les années 90. Et donc ce que postule Huntington, c'est un nouveau modèle mondial dans lequel des civilisations, derrière lesquelles on entend très fortement l'idée de religion, donc à part l'Afrique, qui pour lui est une civilisation en soi, ça recoupe quand même vraiment les religions, avec par exemple une civilisation juive, que ces civilisations formeraient des unités de long terme, donc qui peuvent se diviser en plusieurs États, qui peuvent prendre différentes formes politiques, mais continueraient néanmoins à s'opposer les unes aux autres dans le long terme. Et donc ça a été vraiment un livre qui a été influent, notamment dans les milieux politiques états-uniens. Et en fait, au moment de 2001, au moment du World Trade Center, ce livre est considéré comme prophétique parce qu'il avait prédit que l'islam et la chrétienté s'opposeraient. Donc on voit en fait derrière ce qu'il y a dans ce mot de civilisation. Et en 2 mots, Huntington, dans Le choc des civilisations, cite Braudel, disant qu'il s'appuie directement sur Braudel. Donc toute la question, est-ce qu'il cite Braudel de façon juste, est-ce que c'est ça que dit Braudel, ou est-ce qu'il le détourne, il utilise son aura intellectuelle pour sa propre thèse géopolitique. Maintenant, je recentre un peu sur la Méditerranée, donc on a bien expliqué le mot civilisation. Ce que Braudel montre en Méditerranée, c'est qu'il y a énormément de contacts, et puis au fur et à mesure qu'il continue ses recherches, il postule ensuite une grande Méditerranée qui irait parfois de l'Europe du Nord, de la mer du Nord, jusque éventuellement à d'autres îles, donc les Açores, les Canaries, etc., et qui se prolonge vers le Sahara, qui serait une autre mer en soi. Donc une Méditerranée qui s'élargit progressivement, et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ces contacts, donc des contacts commerciaux de longue distance qui unissent des zones entre elles, et puis des petits contacts au quotidien qui unissent des rives, et ça forme le lit en fait d'une continuité, d'une unité méditerranéenne de long terme. Ce qu'aujourd'hui on considère quand on voit la Méditerranée médiévale d'un point de vue historiographique, c'est qu'il y a vraiment cette continuité, il y a vraiment cette proximité et ces échanges, mais que probablement il faut plus faire attention aux sous-régions méditerranéennes, et qu'en fait il faudrait probablement faire plus de recherches pour comprendre l'ensemble. On parle de micro-régions avec un intérêt de plus en plus écologique, et ça a été mis en valeur par un livre donc, de Purcell et... rappelle-moi leur nom. Nicolas Purcell, en 2001, The Corrupting Sea, où il considère qu'en fait l'idée de Braudel met trop en valeur les routes et l'idée d'un commerce peut-être de produits de luxe, donc qui fonctionnerait sur la longue distance, et qu'en fait il y aurait beaucoup plus des unités de rive à rive et des sous-régions à mettre en valeur. Voilà, oui, très concrètement, dans le livre, la Purcell, il dénonce un espèce de mirage, en fait, en disant Braudel, il fantasme sur une belle Méditerranée unie par le commerce, mais c'est vrai qu'on commerce entre Marseille et Alexandrie sur les épices, on y reviendra, mais entre les deux, en fait, il y a des milliers de petits villages éparpillés sur les côtes qui font pas partie de ce grand ensemble du commerce méditerranéen. Donc, du coup, il insiste beaucoup sur cette idée de plein de petits mondes éclatés, emboîtés les uns dans les autres, mais qui ont quand même une cohérence très forte à l'échelle locale. Bon, c'est une thèse qui a ensuite été elle-même discutée, nuancée, comme toujours en histoire. Et après, pour répondre à ta deuxième question, donc sur l'actualité historiographique du sujet,
En fait, c'est vrai hein, que la Méditerranée, ça a toujours été beaucoup travaillé par les médiévistes, puisque ça recoupe voilà, des gros thèmes, des choses sur lesquelles on a aussi beaucoup de sources, donc on est évidemment tributaire des sources, donc c'est un hasard qu'il y ait autant d'études sur les croisades, autant d'études sur le commerce, parce que c'est des processus qu'on fournit beaucoup de documentation, donc on peut travailler dessus. Donc on a continué à beaucoup travailler sur la Méditerranée hein, depuis Brodel, et en gros depuis une quinzaine, vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de recherches, hein, notamment en France, hein, il y a beaucoup de médiévistes spécialistes de la Méditerranée, qui ont travaillé à la fois sur le commerce, mais qui ont beaucoup travaillé aussi sur la place des minorités, notamment la place des minorités juives, qui ont beaucoup travaillé sur les différentes chrétientés d'Orient, ce genre de choses, donc ce qui fait qu'on arrive à un tableau beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe aussi maintenant, il y a une historiographie qui est très volumineuse, à absorber, et du coup une historiographie en fait complexe que reflète assez mal, il faut le dire, hein, le nouveau programme et le nouveau chapitre, quoi, qui de fait, on l'a dit, hein, est formulé quasiment comme celui de 1995, avec les mêmes objets d'études, les mêmes choses, la même focalisation sur les croisades, sauf qu'entre 1995 et 2020, bah, l'histoire elle a beaucoup changé, quoi, parce que l'histoire c'est une science qui se renouvelle vite, y compris l'histoire médiévale. Et comment peuvent faire donc des collègues du secondaire, parce que bon, l'historiographie elle est immense. Moi je pense par exemple à des espaces très particuliers comme la Sicile, l'Espagne des rois catholiques, Byzance, bien sûr la France. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui permettrait à un de nos collègues du lycée de s'emparer justement de cette historiographie foisonnante et plurielle, ou pas? Un seul ouvrage, c'est difficile parce que justement, elle est assez foisonnante, quoi. On en parlait il y a pas longtemps, disons qu'on manquait en fait de bons ouvrages de synthèse. Il y en a quelques-uns quand même, hein. L'an dernier, il y a eu une réédition d'un manuel chez Armand Collin sur la Méditerranée médiévale, ça doit être 11e, 15e, je crois, ou peut-être même 9e, 15e, je crois que c'est un peu plus large que le programme, qui est très bien fait. Enfin, les manuels Armand Collin, ils sont toujours super bien faits, et celui-là est très utile. Puis après, il y a les différentes questions d'agrég qui ont suscité l'apparition de manuels. Pendant longtemps, il y a eu gouverner en islam à l'agrégation externe, donc là aussi, il y a eu pas mal de choses. Il y a un numéro de la doc photo, par exemple, sur ça. Donc il y a des clés d'entrée, quand même, qui le permettent. Mais c'est pas évident. Et après, comme de toute façon, le temps de présentation aux élèves implique qu'il y ait des simplifications, on ne va pas rentrer dans l'hétérogénéité de toutes ces régions. Je pense que ça peut être intéressant de choisir un espace que les collègues aiment bien. Donc ça peut être en effet la Sicile, comme ça peut être Constantinople. Le choix est laissé, il faut qu'il y ait Venise, il y a le point de passage. Pour qu'on entende que dans chacun de ces espaces, pratiquement, on a plusieurs religions, on a plusieurs groupes qui s'installent parfois dans des quartiers séparés, parfois ensemble. Et donc prendre un espace, faire un zoom dessus et montrer qu'il est représentatif, ça peut bien marcher en fait. Et justement, moi j'aurais aimé, avant de rentrer un peu plus dans les détails, que vous présentiez un petit peu ce qu'est cette Méditerranée orientale, quels sont les acteurs, quels sont les espaces un petit peu à voir avec les élèves essentiels. Alors, la rupture entre Méditerranée occidentale et orientale, en plus d'être une rupture de profession, parce que souvent on se spécialise d'un des deux côtés, géographiquement ce serait la mer Adriatique, donc à l'est de la péninsule italienne, on rentre en Méditerranée orientale, et donc ça va englober le sud des Balkans, qu'on connaît assez mal, ça va englober Byzance, le Proche-Orient et l'Égypte, majoritairement musulmans à cette époque, avec la période des croisades, et ensuite de l'autre côté, on passe en Occident méditerranéen. Donc des deux côtés, on a une hétérogénéité religieuse. La spécificité de l'Orient méditerranéen, c'est qu'il est très documenté, notamment en sources islamiques, alors que ce n'est pas forcément le cas de façon aussi abondante pour l'Occident islamique. Très bien. Alors la réforme du lycée donc, a changé un peu la donne en nous imposant des points de passage. Et justement, un des premiers points de passage sur ce thème, c'est Venise. Alors Venise, tous nos élèves connaissent Venise, le mythe, les films, les séries télévisées, les inspecteurs qui découvrent des criminels, etc. Mais concrètement, un point de passage sur Venise, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va montrer? Sur Venise, alors déjà on peut profiter du fait que les élèves en général ont une culture générale un peu personnelle souvent, mais sur Venise, un attendu, et qu'il y a une forme de fascination qui peut permettre d'accrocher des élèves et de les intéresser. Ce qu'on doit retenir de Venise, c'est que c'est à la fois un exemple un peu paradigmatique de la Méditerranée, avec le fait que c'est une ville qui va accueillir énormément de religions différentes, de personnes d'origine différentes, une ville qui est profondément livrée au commerce, et en même temps c'est un cas à part. Alors en deux mots, l'histoire de Venise, c'est une ville qui part un peu perdante dans la course aux ressources, hein, on le sait, pendant le Haut Moyen-Âge, quelques populations migrent depuis la terre ferme, s'installent dans des îlots lagunaires pour éviter des invasions, et progressivement vont d'abord se mettre sous la tutelle de Byzance, qui jusqu'au 8e siècle est installée de façon assez puissante
en Italie. Donc Venise, c'est d'abord une dépendance de l'exarcat de Ravenne, d'où le titre de doge, qui est un duc en fait qui a été nommé, même si c'est de façon assez lointaine, par l'empereur byzantin. Et progressivement, Venise, qui est donc dépendante de Byzance, qui développe une flotte pour l'aider, qui est aussi une flotte commerciale, une flotte de galères, va finir par prendre le pouvoir. Donc c'est toujours la même histoire. À force d'aider militairement Byzance, Byzance devient dépendante de Venise. Et puis, c'est aussi le basculement au moment du 9e, 10e, 11e siècle. C'est très lent, et puis les sources à cette époque sont peu nombreuses. On sait que des marchands latins, notamment des marchands italiens, commencent à sillonner la Méditerranée. On connaît tous l'histoire de 828, où des marchands vénitiens auraient volé la dépouille de Saint-Marc à Alexandrie et l'auraient ramenée à Venise. En fait, c'est une histoire qui est intéressante parce que jusque-là, le protecteur de Venise, c'est Théodore, donc c'est un saint byzantin. Et au moment où Venise commence à devenir indépendante, on va aller chercher un saint plus important, plus prestigieux, et on va aller le voler justement dans un territoire islamique. Et puis, Venise devenant plus puissante, ces marchands sont installés dans différents ports, notamment à Constantinople, si bien qu'au moment où les croisades se lancent, la flotte qui va permettre notamment le déplacement de nombreux croisés, c'est la flotte vénitienne. Venise fait partie des 4 grandes cités maritimes, Pise, qui bientôt ne sera plus à côté de la mer parce qu'il y a des changements écologiques, Gênes, Amalfi et Venise. Et donc la flotte vénitienne va finir par aider les croisés lors de la 4e croisade, et c'est la date de 1204, où les Vénitiens en profitent, détournent la croisade, donc demandent de l'aide, et finissent par aider à prendre Constantinople. Et à partir de là, on est au XIIIe siècle, en général c'est cette période qu'on commence à étudier avec les élèves, et Venise est une ville qui domine une grande partie de l'Orient méditerranéen, parce que à travers toute la côte adriatique, l'actuelle Grèce et des îles jusqu'à Chypre au XVIe siècle, eh bien elle conserve des points d'appui qui servent d'escale et qui lui permettent d'envoyer des convois de galères, donc de commercer, mais qu'elle est prête à défendre par les armes. Donc le terme d'empire n'est pas utilisé dans les sources de l'époque, mais elle a bien une sorte d'empire maritime qu'elle appelle son Stato d'Amar. Et ça va expliquer qu'en retour à Venise même, on a un développement totalement fabuleux de l'architecture, donc une architecture qui est toujours très condensée dans l'espace. On n'a pas beaucoup d'espace à Venise, on le gagne progressivement sur des îlots. Donc on a une forte densité humaine, une commune qui progressivement se fait appeler république. En fait, c'est une république d'une centaine de familles oligarchiques qui se partagent les institutions, se partagent les postes, se livrent au commerce, et qui fait élever des palais. Donc ils ressemblent à des palais gothiques, mais au rez-de-chaussée, on a toujours des magasins, des accès à la lagune qui permettent de commercer. Et à cette structure urbaine assez unique s'ajoute en fait la présence d'étrangers. Et ce qu'on peut vraiment essayer de montrer aux élèves, ça je pense que c'est intéressant, c'est de voir que le concept d'étranger à cette époque n'est pas du tout le même que pour nous. Par exemple, à Venise, on a tout un quartier, c'est le Castello, donc c'est le quartier à l'ouest de Saint-Marc, où on aura des migrants du Stato d'Amar, donc des Dalmates, des Albanais, des Grecs, qui parlent leur langue, qui pour certains sont orthodoxes, et qui sont relativement bienvenus. Mais littéralement, ce sont des gens qui sont sujets de Venise, ils arrivent de territoire vénitien. Et ils vont être considérés comme étrangers, avec quelques nuances près, au même titre que des sujets du Saint-Empire germanique, donc venus des actuels territoires allemands, qui eux s'installent dans un fondaco, une sorte d'hôtel clos où ils commercent, à côté de Rialto, mais au même titre que par exemple des Florentins ou des Génois, qui lorsqu'ils résident dans Venise sont des étrangers en fait, littéralement. Donc on est dans un état assez mosaïque, où on n'a pas de centralisation étatique, et Venise dans sa grande richesse le représente assez bien. Et vous évoquiez tout à l'heure 3 autres donc, ports importants, Amalfi, Pise et Gênes. Donc Venise, c'est un point de passage, mais est-ce qu'il ne faut pas recentrer un petit peu tout ça sur l'importance des échanges entre justement ces cités italiennes et puis l'Orient? C'est-à-dire en fait, est-ce que Venise c'est vraiment un cas à part ou est-ce que ça s'inscrit dans on va dire, un jeu plus large? Venise, au moment du décollage vénitien, en fait, 9e, 11e siècle, ça s'inscrit vraiment dans un jeu plus large, tout à fait, tu as raison. Et c'est le moment où les Latins commencent à prendre le contrôle du commerce, d'abord en Méditerranée orientale et ensuite en Méditerranée en général. Ce qui est une nouveauté, c'est pas du tout le cas à travers tout le Moyen-Âge. Au Haut Moyen-Âge, la Méditerranée est une Méditerranée beaucoup plus musulmane. Christophe Picard parle de Méditerranée des califes pour l'époque précédente. Donc Venise, jusqu'au 11e, 12e siècle, n'est pas du tout un cas à part, et Gênes se taille aussi une sorte d'empire, même s'il est inférieur. En mer Noire. En mer Noire. Oui, et puis Pauline parle des cités italiennes, mais il n'y a pas que l'Italie. Dans ce monde, il y a aussi il y a d'autres cités méditerranéennes, la ville de Marseille,
Par exemple, là aussi un réseau méditerranéen, la ville de Montpellier, la ville de Barcelone, et au Proche-Orient, au XIIIe, XIVe siècle, on a également des marchands marseillais ou montpelliérains, qui, comme les Vénitiens ou les Pisans, essayent d'obtenir un privilège du pouvoir local, essayent de créer un quartier réservé. En fait, ce qui fait l'exceptionnalité de Venise, c'est son succès. Mais du coup, c'est toujours téléologique, quoi, de prendre une chose par la fin en disant, effectivement, au XVIe siècle, Venise est devenue la grande puissance thalassocratique qui domine, qui a écrasé Gênes à la bataille de Chioggia. De Chioggia, tout à fait. Mais c'est après, quoi. C'est-à-dire, effectivement, c'est un peu facile de le prendre par le bout et de dire, ah, Venise, au XIIIe, XIVe, XVe, Venise, elle se bagarre avec les autres cités, à un moment où elle n'est pas forcément toujours en position de force. Et ce qui montre encore cette hétérogénéité, en fait, voir que on peut tout à fait avoir des alliances entre les Génois et les Byzantins contre les Vénitiens, etc. Donc on n'a pas du tout l'Italie contre Byzance, c'est pas des logiques qui sont dominantes à l'époque. Alors justement, parce que lorsqu'on enseigne en lycée, vous le savez, on doit toujours avoir des concepts qui nous permettent de relier les différentes thématiques du programme. Et donc là, il me semble qu'il y a deux choses qu'on pourrait relier avec ce qui précède et ce qui va suivre, notamment en classe de première, c'est l'Empire et la thalassocratie. Athènes, une des premières thalassocraties de l'histoire, et Venise, donc une thalassocratie médiévale. Ça marcherait ? Ça marcherait. Du coup, il y a des débats historiographiques, notamment pour savoir si Venise est ou non un empire. Donc en fait, la question qui est derrière, c'est pas Venise est-elle un empire, c'est qu'est-ce qu'un empire. Si on considère qu'un empire, c'est une domination d'un centre sur des périphéries qui sont souvent de religions d'origine ethnique, avec toute la question de l'ethnicité, et de langues différentes, avec une domination qui est aussi une domination économique et puis des ressources qui sont pompées en fait, alors Venise est un empire. Dans ce cas-là, ça marche. Et oui, ça fonctionne assez bien. Ce qu'on peut montrer en lien avec la classe de première et peut-être en lien avec les empires modernes, c'est qu'on change de dimension pour des raisons qui ne sont pas seulement politiques, qui sont tout simplement techniques. C'est qu'on commence à pouvoir transporter plus loin avec des navires qui vont plus vite, qui vont dans l'Atlantique. Donc du coup, ça va permettre de changer de dynamique. Alors que la thalassocratie vénitienne, elle est comme la thalassocratie athénienne, fondée beaucoup sur des galères. Donc ça fonctionne que dans des mers closes, les galères a priori parce qu'on rame et on ne peut pas aller en haute mer. Alors justement, moi j'aurais aimé que tous les deux vous nous présentiez un petit peu comment fonctionnent ces échanges à long terme, j'allais dire comment cette Méditerranée est une zone de contact entre l'Europe et l'Asie par exemple, comment comment les marchands, on va y revenir après sur les acteurs, mais comment concrètement cela fonctionne. Alors oui, entre l'Europe et l'Asie, c'est facile parce que c'est connu depuis longtemps. C'est connu parce qu'on a l'imaginaire de la route de la soie, et généralement on a un imaginaire qui est polarisé par la figure de Marco Polo. C'est assez révélateur, là, dans tous les nouveaux manuels de seconde donc, qui traitent ce chapitre, tous utilisent la célèbre enluminure qui représente le départ de Marco Polo de Venise, et donc tous l'utilisent dans la double page du point de passage sur Venise, parce que c'est une superbe image qu'on a tous en tête dans des teintes très rouges, où on voit l'activité du port de Venise, etc. Et c'est par hasard que ce soit une des enluminures d'un manuscrit de Marco Polo. Donc avec l'Asie, on connaît bien, effectivement, il y a cette route de la soie qui existe depuis très longtemps, elle existe depuis l'Antiquité romaine, et elle est revivifiée au XIIIe siècle par les conquêtes mongoles, qui créent donc un grand empire territorial allant de la Corée jusqu'à Bagdad, quasiment jusqu'à Damas, qui permet du coup une circulation plus facile, plus rapide des hommes, des marchandises, mais aussi des textes, des idées, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues. Et aujourd'hui, en fait, les médiévistes travaillent plus sur des contacts nord-sud. En fait, on travaille beaucoup sur l'Afrique médiévale en ce moment, avec ce que fait François-Xavier Fauvel-Aymar. Son ouvrage était Le Rhinocéros d'or, par exemple. Mais depuis septembre, il a été élu au Collège de France, donc sur une chaire d'histoire de l'Afrique médiévale. Et en fait, aujourd'hui, on découvre plus que la Méditerranée, c'est aussi un interface. Enfin, vous voyez, on avait bien le Est-Ouest, ça pas de problème, sur les épices qui venaient d'Inde et du Sri Lanka et qui finissaient en Écosse. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que c'est aussi un interface Nord-Sud, avec des biens en fait qui remontent depuis l'Afrique subsaharienne, qui passent par le monde islamique, qui est aussi plaque tournante de ça. C'est aussi ce qui fait la richesse de villes comme Fès, comme Tunis, comme Le Caire, comme Alexandrie, et ensuite des biens qui remontent vers le monde chrétien, ou dans l'autre sens, des choses qui descendent. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ça, donc ça, je pense que là, il y a aussi des choses, à mon avis, très intéressantes à faire avec les élèves, devant les classes, pour leur montrer l'actualité de la recherche, ce genre de choses. Et du coup, si vraiment, si Marco Polo est au cœur des programmes, peut-être qu'on peut rajouter, pour le contextualiser en un mot, que Marco Polo, en fait, ça correspond à un moment où du 11e au 13e siècle, la route de la soie va être très dynamique, donc c'est ce que tu dis, c'est l'Empire mongol, de la structure politiquement, et en fait, très probablement dans sa famille, mais pas uniquement dans sa famille,
on a une série de marchands latins qui sont bien installés dans l'est de la mer Noire, ça leur sert de départ, et ensuite ils vont aller jusqu'à l'Asie centrale de façon fréquente. Sa spécificité, c'est qu'il a été jusqu'en Chine, donc ça c'est plus rare, et puis c'est qu'il a écrit, mais en fait il est symbolique d'une série de marchands qui voyagent. Et j'en profite vu qu'on parle de Marco Polo, parce que je sais que c'est un truc qui traîne assez souvent, notamment sur internet ou quoi. Marco Polo, il est vraiment allé en Chine, hein. Ça, les historiens ils en sont sûrs depuis 15 ans, à 99,99%, c'est pas un récit de fiction ou quoi, il a trop de précision dans ce qu'il dit, ce qui n'empêche pas qu'il y a plein de fiction dans son texte, puisque c'est comme ça que les médiévaux pensaient le monde, mais en tout cas on sait que c'était vrai, quoi. Et du coup c'est vrai, mais ce ne serait pas possible 2 siècles plus tard, parce qu'en fait au XIVe, XVe siècle, les conditions politiques changent en Asie centrale, ça devient plus morcelé, et en fait la route des épices va un peu basculer, notamment passer par l'océan Indien, et arriver directement en Égypte. Donc ces routes-là, elles existent avec des longues durées, mais en fait le commerce dépend quand même des conditions géopolitiques. Alors parler de Marco Polo c'est bien parce que bon, nos élèves tous connaissent tous Marco Polo parce qu'il a ramené les spaghettis de Chine jusqu'à là. C'est pas vrai. Ça c'est la faute du cinéma parce qu'il y a un film de 1938 qui montre Gary Cooper en Marco Polo qui ramène des spaghettis en Italie. C'est aussi une série télévisée que les élèves connaissent, hein, c'est vraiment une grande figure et ça nous permet de, sans transition aucune, nous intéresser maintenant aux acteurs de cette Méditerranée orientale et médiévale. Alors quels sont les acteurs? Donc on a vu des cités, on a vu des marchands comme Marco Polo. Qu'y a-t-il d'autre et quelle sociologie on pourrait faire après cette géographie de la Méditerranée? Je pense que c'est l'un des défis de ce chapitre, hein, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Encore une fois, Pauline le disait, très court, il faut y consacrer 5-6 heures selon les instructions officielles, énormément de choses à voir, amplitude chronologique, géographique très vaste. Alors certes, les élèves sont censés avoir un peu en tête certains repères, certains acteurs depuis la 5e, mais bon, c'est loin quand même, la 5e et la seconde. Et je pense que l'un des défis, c'est d'essayer en fait un peu d'incarner ce programme, quoi, de personnaliser, de rappeler. C'est aussi pour éviter ce que Pauline disait, hein, le risque, c'est le risque d'essentialiser les choses, quoi. C'est de dire le monde chrétien, où les chrétiens sont comme ça, les musulmans sont comme ça, alors qu'en fait sur les 5 siècles du programme, les chrétiens ils sont rien du tout, quoi. Les chrétiens ils changent. Les chrétiens de l'an 1000, c'est pas les chrétiens de 1500, le monde islamique il change radicalement. Et du coup, je pense que c'est important d'essayer de l'appuyer sur des gens, quoi. De rappeler qu'à la base, l'histoire c'est une science qui étudie des gens, quoi. Des vrais gens qui ont vécu, qui ont voyagé, qui ont écrit, qui ont essayé des trucs. Et c'est, à mon avis, c'est pas facile. Et par exemple, en termes de typologie, une idée qu'on avait eue, c'était peut-être qu'on peut présenter, au lieu de présenter un juif, un chrétien, un musulman, ou peut-être une, hein, ça peut être intéressant d'avoir un peu des gens qui présentent des femmes toujours. Est-ce qu'on ne peut pas de faire une typologie différente? Essayer par exemple d'avoir un pèlerin, un marchand, un croisé. Alors tout ça se mélange, hein, les croisés commerce, les pèlerins commerce. Mais par exemple, si on prend les pèlerins, ça permettrait d'avoir un pèlerin musulman, peut-être Ibn Jubayr, dont le texte est traduit en français, on pourra mettre les liens éventuellement. Un pèlerin chrétien, peut-être Félix Fabry, qui a le récit le plus anecdotique, donc le plus drôle pour les élèves. Et peut-être aussi un juif, donc Benjamin Tudel, on va en reparler. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça montre que ces 3 religions ont les mêmes pratiques, qui se dirigent, pas tout à fait, mais quand même en général vers les mêmes endroits, et parfois même avec les mêmes structures. Par exemple, Ibn Jubayr, donc qui vit entre le XIIe et le XIIIe siècle, donc à un moment où les latins commencent à être plus actifs dans le commerce méditerranéen, on a dit, explique que pour aller de la péninsule ibérique jusqu'au Proche-Orient, ça peut être intéressant de monter sur des navires latins. Et donc il décrit des équipages qui sont relativement mixtes, parce que ce sont des navires qui sont plus efficaces. Et ça, je pense que ça peut être une façon intéressante pour les élèves de l'aborder. En plus, ça pose la question des influences entre ces religions, parce qu'une question qui a été débattue dans l'historiographie, c'est de se demander si les pèlerinages juifs vers la Terre Sainte n'avaient pas pu être, non pas créés, mais influencés par la volonté qu'avaient les chrétiens et les musulmans de faire aussi leur pèlerinage. Donc il y aurait des passages comme ça, d'une religion à l'autre. Alors ça nous amène directement à ces acteurs, les marchands, ces dirigeants de cités comme le Doge, etc. Un autre acteur un peu, un peu en marge, mais quand même assez central, c'est les généraux, les grands généraux. Bon, je pense par exemple à Saladin, parce que Saladin c'est une des rares figures, on va dire, du monde oriental que nous connaissons en Occident, et qui est bien traité d'ailleurs, et par le cinéma, et par la littérature, et par les historiens occidentaux. Et donc ça nous ramène directement à la question des conflits. Alors c'est un peu la tarte à la crème.
Parce que les conflits, qu'est-ce que c'est? Ce sont les croisades, avec toutes les représentations qu'il y a sur les croisades. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les croisades pour éclairer nos collègues? C'est un gros truc, hein, les croisades. Hein. Tu es intervenu avec moi, Johan, dans le festival en septembre, hein, organisé par la Boîte à Histoire, Festival Secousse, sur la première croisade, qui montrait là aussi toute l'actualité politique, sociale du thème, toutes les revendications. Comme tu dis, c'est un thème qui ne cesse d'être réimaginé par le cinéma, par la bande dessinée, par des romans, ce genre de choses. Je pense que l'un des enjeux phares de ce chapitre, c'est de bien réussir à montrer aux élèves, de bien le comprendre avant, c'est pas forcément évident, qu'il n'y a pas d'opposition entre échange et conflit. Contrairement à ce que laisse entendre la formulation même du chapitre, la Méditerranée médiévale, échange et conflit, en fait c'est pas soit des échanges, soit des conflits. Les deux, ils sont complètement imbriqués, complètement entremêlés entre les deux. Et en fait, il y a une grande porosité entre ces formes qui se voit à tous les niveaux. Effectivement, Pauline, elle citait ce texte très célèbre, hein, de Ibn Jubayr, ce voyageur musulman qui fait le tour de la Méditerranée, et il le dit bien à un moment où il est au Proche-Orient, où il dit les guerres n'empêchaient pas les marchands de faire leurs affaires. Donc non seulement il y a ça, mais en fait il y a une porosité des acteurs, et typiquement les Italiens, effectivement, les Pisans, ils se sont croisés, et puis en fait, quand ça les arrange, ils redeviennent marchands, et puis ils redeviennent croisés quand ils ont besoin de négocier avec le roi de Jérusalem, parce qu'à ce moment-là, c'est plutôt avantageux de dire on est venu pour faire la guerre sainte, sauf qu'après, quand ils partent, ils vont commercer à Alexandrie, et là, en fait, ils cachent les armes dans la soute, et ils disent, mais en fait, on est marchands, et on est venu juste pour commercer. Et en fait, il y a une grande porosité, une grande fluidité des identités, et ça, je pense que c'est vraiment important à faire passer. C'est pas échange ou conflit, c'est pas on échange donc on se tape moins dessus, puisque derrière il y a quand même aussi cet idéal, hein, qui est un idéal en fait très associé à la mondialisation, l'idée que plus on échange, moins il y a de guerre. En fait, on voit que ça marche quand même assez peu aujourd'hui et ça marchait pas du tout en Méditerranée médiévale. Donc je pense que ça c'est important en fait d'essayer de le faire comprendre. C'est pas l'un ou l'autre. Oui, c'est vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des contacts économiques avant les contacts armés, on va dire, hein, la présence des marchands, vous l'avez bien montré, qui avaient des quartiers réservés dans les cités musulmanes, des foundouks, donc il y avait ces relations-là, et puis c'est vrai que cette première croisade est arrivée à la fin du XIe siècle. Alors pourquoi, hein, on peut resituer pour les collègues, pourquoi tout d'un coup il y a cet appel à la croisade? Est-ce que c'est dans le mysticisme autour de l'an 1000? Est-ce que ce sont des choses comme ça ou pas du tout? Est-ce que c'est purement géopolitique? Alors l'an 1000, non, pas du tout. Maintenant on sait bien que l'an 1000 ça a eu quasiment pas d'impact, enfin aucun impact sur les populations et très peu sur les élites lettrées de l'époque. Puis surtout l'an 1000 c'est tard quand même, faut pas oublier. Les années elles se passent au même rythme au Moyen-Âge que maintenant, donc entre l'an 1000 et la première croisade il y a presque un siècle. Ce serait un peu bizarre que ce soit directement lié à ça. Alors en fait, il y a une énorme historiographie sur pourquoi la première croisade. C'est encore très débattu. Ce qu'on sait, c'est pourquoi. En fait, on ne sait pas forcément les raisons, mais on sait quelles raisons ne jouent pas, quoi. Et en négatif, ça, on sait bien. Et notamment, on sait très bien maintenant, et ça aussi, c'est important à le dire, hein, parce que c'est pas évident. En fait, on sait que la croisade, elle n'est pas organisée en réponse à une menace musulmane croissante en Orient. Ça, c'est absolument fondamental et je pense qu'il faut y insister. Il faut y insister parce qu'il y a beaucoup de gens qui le fantasment comme ça aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup d'auteurs issus de la droite ou de l'extrême droite, historiens ou pseudo-historiens, hein, Éric Zemmour par exemple, qui font ça de la croisade, en disant la croisade, ce serait une réaction de défense de la chrétienté, attaquée par des musulmans de plus en plus agressifs à l'Est, par les Turcs seldjoukides, ce genre de choses. Et ça, on sait que c'est vraiment totalement faux dans les motivations des acteurs de l'époque. Alors qu'est-ce qui joue aujourd'hui, l'interprétation dominante qu'on en donne, mais ça peut changer, hein, encore une fois l'histoire ça change, on insiste plutôt sur le fait que la papauté à ce moment-là elle est engagée dans la réforme grégorienne, depuis une trentaine d'années, qui vise en fait à la fois à remettre le monde chrétien en ordre et à placer le pape au sommet de l'édifice politique et religieux, sachant qu'il n'y a pas de différence entre les deux termes à l'époque. Et du coup en fait quand le pape lance la croisade, c'est ça en fait, c'est un pape grégorien qui veut ce faisant affirmer son autorité sur l'ensemble du monde chrétien, montrer qu'il est capable d'organiser un pèlerinage en armes massif, montrer qu'il a en tête peut-être de réunifier l'ensemble des christianismes. Hein, c'est la métaphore récurrente dans les sources de la croisade de recoudre la tunique déchirée du Christ. Donc en fait, finalement, la croisade, aussi contre-intuitive que ça puisse paraître, est beaucoup plus adressée vers l'intérieur de la chrétienté que contre un éventuel ennemi musulman, sachant qu'en plus à l'époque les chrétiens savent très mal ce qu'est l'islam, et donc ce que sont les musulmans. D'ailleurs, si je peux là-dessus me permettre une petite aparté, quelque chose qui marque souvent les étudiants, même sans développer excessivement, c'est de rappeler qu'il y a eu des croisades internes à la chrétienté, des croisades contre les cathares,
dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie, parfois des croisades déclarées par des papes pour des motifs politiques contre les empereurs, etc. Donc c'est vraiment un outil politique qui est aussi à usage interne. Oui, puis on l'avait vu ensemble là, au festival que tu évoquais. Hein, la croisade n'est pas que vers l'Orient, la croisade est aussi en Europe, hein, à l'échelle de l'Europe, avec les chevaliers teutoniques, par exemple, qui partent dans les actuels territoires polonais, etc. En Pologne, dans les pays baltes, bien sûr. Tout à fait. Donc là, et c'est aussi le moyen justement de montrer à nos élèves que, contrairement à certaines représentations qu'on trouve dans les médias, de nos médias, que l'Orient à cette époque, c'est vraiment un espace très développé. Moi, je leur donne l'exemple de Bagdad, qui est un centre culturel majeur, et je leur prends l'exemple de l'ophtalmologie. Parce qu'il existe, je crois, de mémoire 12 collyres, 12 pommades différentes pour traiter les infections de l'œil, alors qu'à l'époque, en Occident, on ne sait pas les traiter. Donc c'est un peu aussi la manière de décentrer notre regard et de montrer qu'il se passe également des choses de l'autre côté de la Méditerranée. Et alors, si on reste sur le thème des violences interreligieuses, avant d'évoquer les phénomènes d'acculturation, on retrouve un point de passage, Bernard de Clairvaux. Alors Bernard de Clairvaux, c'est la croisade. Oui, c'est le deuxième point de passage et d'ouverture qui est formulé Bernard de Clairvaux et la deuxième croisade, qui à vrai dire est une formulation un peu étrange quand même, parce que bon, autant la deuxième croisade ça aurait fait sens, ça aurait été original, plutôt que parler de la première, autant la place de Bernard de Clairvaux est du coup assez ambivalente, puisque ça invite du coup à centrer ce point de passage vraiment sur l'Occident, puisque du coup il faut des documents sur Bernard de Clairvaux, puisqu'il est dans le point de passage, et pas vraiment à étudier la croisade en elle-même. Enfin, donc c'est une construction qui est un peu difficile. Donc effectivement, Bernard de Clairvaux, je rappelle donc que c'est un noble qui rejoint le mouvement cistercien, qui va assurer le décollage du mouvement cistercien, qui à ce moment-là devient le grand ordre monastique, qui du coup va supplanter le mouvement clunisien, qui était le principal ordre, et qui prêche du coup la deuxième croisade, qui est prêchée donc à la suite de la prise d'Édesse, donc perte d'Édesse, qui était l'un des États latins d'Orient. On prêche la croisade en Occident, effectivement, Bernard assure la prédication de cette croisade, sachant qu'en fait il est déjà engagé depuis longtemps dans les affaires d'Orient, puisque c'est notamment l'un de ceux qui a défendu la création de l'ordre des Templiers, donc en rédigeant un éloge de la nouvelle chevalerie. Donc en fait ça fait longtemps qu'il est investi émotionnellement, temporellement, dans les affaires d'Orient, donc c'est assez logique qu'il prêche cette deuxième croisade. Deuxième croisade donc, qui aboutit, je la rappelle rapidement, globalement à un échec assez cuisant. Les croisés soit meurent en route, soit se débandent en route, soit, et puis finalement, ceux qui arrivent là-bas décident d'attaquer Damas, ce qui est sûrement l'une des décisions les plus controversées de l'histoire, parce que Damas, à ce moment-là, est une alliée du royaume latin de Jérusalem, et en fait, l'attaque de Damas pousse Damas dans les bras de Nour ad-Din, donc permet à Nour ad-Din de réunifier une grande partie du Proche-Orient. Bon, donc ça fait 70 ans que les historiens s'arrachent les cheveux pour savoir pourquoi est-ce que les croisés ont pris cette décision, qui effectivement d'un point de vue militaire est assez absurde, il faut dire. Bon, il y a sûrement des raisons, mais du coup, échec de la deuxième croisade, il rentre en n'ayant ni réussi à prendre Damas, ni réussi à prendre Édesse, et voilà, fini, et Louis VII est très mécontent, parce qu'en plus il a perdu sa femme pendant la croisade, donc c'est sûrement un mauvais calcul à tous les niveaux. Alors il y a aussi son image de passeur culturel, parce que s'il fait traduire, si je me souviens bien, le Coran, alors non pas par... non, c'est pas Bernard, c'est Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable, oui, traduit. Oui. Bon, dans la traduction du Coran, c'est un peu avant. Justement, c'est un bon exemple de ce qu'on disait sur cette ambivalence échange-conflit, du fait qu'il ne faut pas opposer les deux. La traduction du Coran par Pierre le Vénérable, là aussi, c'est un grand classique. Là aussi, c'est un texte qui est très présent dans les manuels. Effectivement, c'est la première fois que l'Occident fait traduire le Coran. C'est d'autant plus intéressant que Pierre explique sa démarche, donc il est allé recruter des traducteurs, il est allé prendre notamment un dalmate, un anglais, puis il précise, je leur ai ajouté un sarrasin qui s'appelait Mohammed parce qu'il connaissait la langue arabe, donc il y a vraiment une volonté de traduire le Coran, mais en même temps, cette traduction du Coran, en fait, elle n'est pas du tout pacifique, quoi. C'est pas une curiosité intellectuelle, le but premier, c'est de s'opposer à ce qu'il définit comme un poison, une maladie, qui est l'islam. Bon, lui, il le voit comme une espèce de paganisme, il n'a pas compris encore que c'était une religion constituée comme telle, mais il le dit vraiment, voilà, il y a un poison qui infecte le monde, on a besoin d'un antidote, j'ai traduit le Coran. Et du coup, on voit bien qu'on ne peut pas opposer échange-conflit, quoi. C'est pas de la curiosité intellectuelle ou une ouverture à l'autre, c'est un exemple de transfert culturel, mais qui est complètement emboîté dans une logique conflictuelle. Et
Et moi j'aurais aimé justement, Florian, que tu reviennes un petit peu sur cette société des États latins d'Orient qui est souvent vue parfois comme un espace de conflit, mais aussi parfois comme un espace où on peut vivre ensemble, notamment avec les chrétiens qui s'installent un peu à peu sur place, qui font souche, hein, je pense notamment aux poulains. Voilà, qu'est-ce que concrètement on doit voir avec les élèves? Est-ce qu'il n'y a pas eu un fantasme aussi autour de cette société idyllique ou pas? Alors pas trop les États latins d'Orient, la société idyllique, on l'a vraiment fantasmé pour la péninsule ibérique. La convivencia, hein, Voilà, le mythe de la convivencia le mythe. et la Sicile. Ouais. La péninsule ibérique, j'ai l'impression que c'est un peu fini. J'ai l'impression que dans l'historiographie, c'est passé. On le voit bien là dans les manuels. Il y a des approches très nuancées qui insistent sur le fait que c'est pas du tout le paradis de l'Espagne des trois religions. Reste la Sicile. Alors là, la Sicile, clairement, ça reste encore l'espace où on fantasme un peu cette espèce de rencontre parfaite de trois civilisations, alors que c'est beaucoup plus complexe, hein, effectivement. À la cour du roi Roger II, il y a effectivement des médecins arabes, on est content, mais au même moment, les rois de Sicile, ils mènent une politique fiscale terrible, anti-musulmane, ayant pour but peu à peu de vider l'île de la population musulmane. Ça, on le dit peu, hein. On préfère voir les choses qui marchent bien. Alors pour les États latins d'Orient, je pense que la chose, si on veut faire passer qu'une seule chose aux élèves, mais s'ils sortent de là en ayant retenu ça, ce serait déjà super, hein, c'est qu'au moment où il y a cette première croisade, au moment où les États latins d'Orient sont fondés, ce Proche-Orient, donc ce qui est aujourd'hui la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, l'Irak, l'Égypte, ce Proche-Orient, en fait, il est majoritairement peuplé de chrétiens. Et très majoritairement, quoi. C'est pas 51% de chrétiens, c'est sûrement 70, peut-être 80% de chrétiens. Donc ces chrétiens, c'est des chrétiens d'Orient, qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs églises. Bon, alors là, je rentre pas dedans, parce que là, ça devient vraiment byzantin, hein, parce qu'il y a les nestoriens, les jacobites, les arméniens, les coptes, les melkites, etc., etc. Eux-mêmes qui généralement sont subdivisés en plein de petites églises plus ou moins hétérodoxes, mais qui forment en fait la majorité de la population, et jusqu'à très tard, hein, jusqu'à au moins le fin du XIIIe, voire milieu du XIVe siècle. En Égypte, hein, c'est la peste noire qui rompt l'équilibre démographique. Avant la peste, les Coptes sont encore majoritaires. Et ça, je pense que c'est important à dire, parce que ça change totalement l'image qu'on a des croisades et l'image qu'on a de la fondation des États latins d'Orient. C'est pas des chrétiens qui vont s'installer dans un espace peuplé par des musulmans, c'est des chrétiens qui s'installent dans un espace peuplé essentiellement par d'autres chrétiens. Alors avec des relations complexes entre ces chrétientés, souvent faites de violence, souvent faites d'échanges culturels, encore une fois il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais ça je pense que si on arrive à le faire passer aux élèves, c'est important, en fait. Parce que ça permet largement de se prémunir contre cette espèce de virus du choc des civilisations, quoi. C'est pas la chrétienté contre l'islam. De fait, hein, moi j'aime bien dire aux étudiants que quand les croisés ils arrivent en Orient, en fait ils y trouvent 7 ou 8 christianismes différents, 2 judaïsmes et au moins 3 islams différents. Et toutes ces religions, elles s'opposent entre elles, mais elles se reconfigurent aussi les unes par rapport aux autres. Oui, j'aimerais justement que tu précises un petit peu, on n'a pas un monde chrétien, tu l'as bien montré, uni, mais on n'a pas non plus un monde musulman uni dans cet Orient. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Bah, la césure la plus forte, mais que les collègues connaissent bien, là, hein, parce que c'est des choses qu'ils ont bien en tête, à mon avis que les élèves aussi connaissent au moins en partie, c'est la césure entre chiites et sunnites, donc qui date déjà à un moment, qui date depuis le milieu du 8e siècle, donc ça fait un moment à cette époque. Mais en fait, le chiisme lui-même, c'est un courant très hétérodoxe. Ce qui est assez logique, que dans la dynamique même du chiisme, il insiste sur l'interprétation personnelle du fidèle. Donc forcément, ça fait partie de ces religions comme le protestantisme. À partir du moment où on met au cœur la démarche du fidèle, c'est facile d'avoir plein de mouvements qui se créent. Et au 11e, 12e siècle, le chiisme, c'est un mouvement qui s'est ramifié en plein de sous-branches, et généralement qui s'opposent les unes entre elles, et qui s'opposent avec les sunnites, beaucoup plus violemment, beaucoup plus virulemment qu'elles ne s'opposent aux croisés. Évidemment, l'une de ces branches célèbres, hein, je me signale par exemple, c'est celle des assassins, hein, les Ismaéliens qui eux-mêmes sont célèbres parce qu'eux-mêmes ont eu après une histoire dans la fiction, dans le cinéma, dans la bande dessinée, etc., mais qui sont une branche hétérodoxe du chiisme. Et on le voit à travers la figure d'un Saladin. Saladin, on en fait voilà, le champion du djihad, le champion de la reconquête des Francs, et c'est vrai, c'est ce qu'il est, en fait c'est surtout ce qu'il a réussi à faire dire à sa propagande, parce qu'en fait quand on regarde sa carrière, Saladin il a passé 90% de son temps à se battre contre des musulmans, à se battre contre d'autres sunnites, à se battre contre des chiites, pour réunifier cet espace-là. Et puis après, de temps en temps, en fait, il s'est un peu battu contre les Francs, puis il s'est surtout servi de ça pour faire monter son image de Moudjahidun. Et il y a aussi l'arrivée des acteurs, d'un nouvel acteur, c'est les Turcs. Alors les Turcs, oui, ils sont arrivés depuis le XIe siècle, oui, donc il est divisé, effectivement, cet islam, il est divisé religieusement, mais il est aussi divisé ethniquement. Entre Arabes et Turcs, c'est pas la même chose. Entre Arabes et Perses, il y a aussi des césures qui sont assez fortes, de même que dans l'Occident islamique, donc dans la péninsule ibérique, il va y avoir des césures assez fortes entre Arabes et Berbères, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Donc tout ça, en fait, pour dire qu'on peut pas réifier
et qu'on peut pas poser l'unité de cette civilisation musulmane, et qu'il faut éviter en fait toutes les formules du type le monde musulman ou ce genre de choses, quoi. En fait, il n'y a pas de monde musulman. Et donc là, on a une sorte de transition toute rêvée, toute trouvée entre cette leçon et l'autre leçon qui suit, le monde nouveau, les horizons culturels, avec la personne de, par exemple, Mehmet II, qui va enfin s'emparer de Constantinople et qui va enfin, occuper cette cité qui défiait le monde turc depuis des siècles. Oui, bien sûr, mais la transition, elle est facile entre ce chapitre 2 et le chapitre 3, même la figure de Christophe Colomb, ouvreur de l'Atlantique, découvreur de l'Amérique, etc. En fait, Colomb, ce qu'il a en tête, c'est un homme de son temps, donc c'est un homme du 15e siècle. En fait, il pense à Jérusalem. Ce qu'il a en tête encore, c'est de trouver le Grand Khan, de convertir le Grand Khan au christianisme, ce qui est un vieux rêve géopolitique de l'Occident médiéval, et enfin de reprendre Jérusalem en prenant l'islam à revers. Donc en fait, il part vers l'ouest, mais il pense à l'est, quoi. Il pense aux épices de l'est, il pense aux puissances de l'est, il pense à Jérusalem. Il y a vraiment une continuité entre ces deux chapitres. Ça, Denis Crouzet le montre dans un livre sur Christophe Colomb qu'il appelle Le héros de l'Apocalypse. Où dans plein de passages, il explique que Christophe Colomb est complètement imprégné de la lecture du journal de Marco Polo et qu'on est sur la même logique. Et réciproquement à Constantinople, ce qui est intéressant de montrer, c'est que donc il y a une reprise de l'idée de djihad, de l'idée de croisade, avec un vieux mythe, qui est un vieux mythe musulman de prendre Constantinople. Et désormais, c'est plus les Arabes. Depuis déjà le 12e, 13e siècle, ce sont les Turcs. Ce qui rompt aussi peut-être une association qui existe dans l'esprit de certains élèves entre islam et arabe. On n'est pas du tout sur une unité ethnique. Donc ça peut être intéressant. Et rappeler que cette opposition entre l'Empire ottoman, qui va être dominé par des Turcs, mais pas du tout uniquement, et les Arabes, elle dure assez loin. Quand l'Empire ottoman va s'étendre au Proche-Orient et en Égypte un petit peu après, les Arabes continueront à considérer que les Ottomans, c'est quelque chose de différent. Bien, merci à tous les deux. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission où vous allez nous présenter un personnage essentiel à étudier dans ce chapitre et un document que vous fournirez et que les collègues pourront rediffuser dans leur classe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.